Que se passe-t-il lorsque vous atteignez le point le plus bas de votre vie ? Vous êtes assis dans une salle de conférence stérile, sur le point de signer des documents qui annulent les 10 dernières années de votre vie. Votre ex-mari est assis en face de vous. Sa main entoure sa nouvelle, jeune épouse qui est occupée à admirer sa montre. Une Audemars Piguet. Il sourit d'un air suffisant pendant que vous signez les papiers, vous disant que vous êtes une relique, condamnée à rester dans le passé. Vous sortez sous la pluie, complètement brisé. C'est alors que votre téléphone sonne. C'est un avocat de Sullivan & Cromwell qui demande votre présence immédiate. Vous pensez que c'est une erreur, mais vous y allez. Et c'est là que vous apprenez que pendant que votre ex se vantait de sa nouvelle montre, vous étiez sur le point d'hériter d'un empire. L'air dans la salle de conférence de Rothel & Finch avait la couleur du thé faible et sentait le produit de nettoyage pour moquette, chère et sans vie. Evelyn Montgomery se sentait comme un fantôme hantant les ruines de sa propre vie. Au cours des 6 derniers mois, son existence avait été une lente et douloureuse hémorragie. Aujourd'hui, c'était la procédure de cautérisation. De l'autre côté de la vaste surface polie de la table en acajou se tenait Oliver Sterling, l'homme qui lui avait autrefois promis l'éternité et qui, à la place, lui avait fourni un tableau méticuleusement détaillé de leurs actifs communs, largement en sa faveur. Il n'était pas seul. Accrochée à son bras se tenait Scarlett, sa version améliorée. Scarlett était une symphonie de tons beige, son pull en cachemire, son pantalon sur mesure, ses talons incroyablement hauts. Tout était dans des nuances légèrement différentes de crème et de brun, une palette qui criait la richesse décontractée. Ses cheveux blonds étaient si habilement méchés qu'ils ressemblaient à de l'or liquide. Et à son poignet, une Audemars Piguet, Royal Oak en or rose captait la lumière terne de l'après-midi. Elle ne regardait pas les documents juridiques. Elle admirait l'éclat des diamants. Oliver, quant à lui, semblait tout droit sorti des pages d'un magazine financier masculin. Son costume Tom Ford lui allait comme une seconde peau, et il dégageait l'assurance suffisante et imprenable de l'homme qui venait de gagner. Et il avait gagné. Il avait siphonné leur compte commun pendant 1 an pour financer sa vie secrète avec Scarlett. Puis il avait engagé les meilleurs avocats que l'argent puisse acheter pour s'assurer qu'Evelyn, avec son salaire d'archiviste universitaire, serait écrasée sous le poids des frais de justice si elle osait se battre. « Pouvons-nous accélérer les choses ?» demanda Oliver. Sa voix était un baryton suave, qu'Evelyn reconnaissait maintenant comme une performance. Il fit un vague geste dans sa direction. « Certains d'entre nous ont une partie de golf à Winged Foot. » L'avocate d'Evelyn, Jane, une avocate commise d'office bien intentionnée mais clairement surclassée, s'éclaircit la gorge. « Nous attendons simplement que Madame Montgomery signe l'accord de divorce définitif. Monsieur Sterling, comme convenu, Evelyn renonce à toute prétention sur les revenus futurs et la pension alimentaire en échange des 6 mois de loyer restants de son appartement et d'un paiement unique de $10 000. 10 000 $. Cela sonnait comme une insulte, et c'en était une. C'était le prix du sac à main de Scarlett, posé sur la table tel un animal de compagnie gâté. Pour Evelyn, c'était la mince ligne entre la survie et la misère. Scarlett laissa échapper un soupir délicat et ennuyé. « Franchement, quelle corvée! Tout cela est si archaïque. » Elle se tourna vers Oliver. Sa voix était un doux murmure, juste assez fort pour que toute la pièce l'entende. « J'ai choisi secondo et balégé. Chérie, après ta partie de golf, passons chez le concessionnaire. La nouvelle Porsche couleur craie est tout simplement divine. » La main d'Evelyn posée sur le document tremblait légèrement. Ils avaient fait l'essai d'une Subaru pratique l'année dernière avant qu'ils ne partent. Il lui avait dit qu'il ne pouvait pas se le permettre. Les mensonges étaient si nombreux, si stratifiés, ils constituaient le fondement même de leurs dernières années ensemble. Oliver se pencha en avant, regardant Evelyn avec une pitié profonde et théâtrale. « Signe, Evie. C'est mieux ainsi. Tu peux retourner à tes livres, à tes vieux manuscrits poussiéreux. C'est là qu'est ta place. » Il baissa la voix, mais avec l'intention d'être entendu. « Avouons-le, tu as toujours été plus à l'aise dans le passé. Tu es une archiviste, tu conserves les choses qui sont mortes. C'est ce que tu fais. Tu n'as jamais été faite pour l'avenir, pour ce monde. » La cruauté de ses propos était stupéfiante. Il prenait la seule chose qui la passionnait, son amour pour l'histoire, pour les récits et l'héritage laissé derrière, et la tordait en une faiblesse pathétique. Il présentait sa trahison non pas comme son échec, mais comme sa destinée. Scarlett ajouta la touche finale et dévastatrice. Elle jeta un coup d'œil à la simple robe bleu marine d'Evelyn, une robe qu'elle portait depuis 5 ans, puis baissa les yeux sur sa montre en diamant. Certaines personnes sont juste vintage, je suppose, et pas dans le bon sens du terme. Une fureur chaude et acide monta à la gorge d'Evelyn.
Elle voulait hurler, dire à Scarlett que son avenir était bâti sur de l'argent volé et un homme vide. Dire à Oliver qu'il était un lâche et un voleur. Mais elle savait que cela ne ferait que leur plaisir. Ce serait la réaction hystérique qu'ils attendaient de la femme qu'ils avaient si méthodiquement rejetée. Alors, elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle prit le lourd stylo plaqué or. Elle canalisa toute sa douleur, toute son humiliation dans la pointe de cette plume. Elle regarda la ligne de signature. Son nom imprimé en dessous. Evelyn Montgomery. Plus Sterling. Ce nom lui avait semblé être un costume étranger pendant 1 an. Maintenant, elle l'enlevait enfin. D'une main ferme qui dissimulait les tempêtes en elle, elle signa. L'encre était noire et définitive. Elle poussa le document sur la table. « Voilà, dit-elle. » Sa voix était basse mais claire. « C'est fait. » Le visage d'Oliver s'illumina d'un sourire triomphant. Il se leva, entraînant Scarlett avec lui. Il ne prit pas la peine de regarder le papier. Son avocat s'occuperait des détails. « Excellent. Jane, attendez-vous au virement bancaire dans l'heure. » Il s'arrêta et regarda Evelyn. Une dernière fois, la pitié revint dans ses yeux. « Bonne chance, Evie. J'espère sincèrement que tu trouveras ton petit coin de paix. » Ils quittèrent la pièce, laissant derrière eux le sillage de l'eau de Cologne d'Oliver, Creed Aventus, et le parfum floral écœurant de Scarlett, une condescendance coûteuse. Evelyn resta assise là, anéantie. Le règlement de $10 000 ressemblait à 30 pièces d'argent. Jane lui tapota l'épaule. « Vous avez été incroyablement digne, Evelyn. » Digne. Elle se sentait comme un document historique qui venait d'être déclaré obsolète et destiné à l'incinérateur. Elle rassembla son portefeuille en cuir usé et son manteau. Elle était seule avec 6 mois pour trouver un nouvel endroit où vivre, une somme dérisoire en poche et un avenir qui semblait aussi gris et vide que le ciel de New York à l'extérieur. Son téléphone, un modèle vieux de 3 ans, avec une toile d'araignée de fissure sur l'écran, vibra dans sa poche. Numéro masqué. Probablement un appel indésirable essayant de lui vendre une extension de garantie pour une voiture qu'elle n'avait pas. Elle faillit l'ignorer, mais sur un coup de tête, elle répondit. Sa voix était un murmure rauque. « Allô ? Suis-je bien au téléphone avec mademoiselle Evelyn Montgomery ?» La voix à l'autre bout du fil était profonde, formelle, et résonnait d'une autorité d'un autre temps. C'était la voix de quelqu'un qui mesurait le temps en générations, pas en heures avant le thé. « Oui, c'est moi. » « Mademoiselle Montgomery, je m'appelle Arthur Grayson. Je suis associé principal chez Sullivan & Cromwell. Je vous appelle au nom de la succession de feu, Monsieur Cornelius Vanderhorn. Il est de la plus haute urgence que je vous rencontre aujourd'hui. Pourriez-vous être à nos bureaux au 125 Broad Street d'ici 1 heure ?» Le cerveau d'Evelyn se bloqua. Sullivan & Cromwell, c'était l'un des cabinets d'avocats les plus puissants et les plus prestigieux au monde. Et Cornelius Vanderhorn, ce nom était un fantôme de son enfance. Le frère de sa grand-mère, dont elle était séparée, un personnage reclus, presque mythique, qu'elle n'avait rencontré qu'une seule fois, lors de funérailles familiales, à l'âge de 10 ans. C'était un homme grand et austère, avec des yeux qui semblaient voir à travers vous. Il lui avait demandé quel livre elle lisait. Quand elle lui avait montré une histoire des Romanov, il avait simplement hoché la tête, dit « L'héritage est un fardeau », et s'en était allé. Elle ne l'avait ni vu ni entendu depuis. Je pense que vous faites erreur, bégaya-t-elle. Mon grand-oncle et moi, nous ne nous connaissions pas. Mademoiselle Montgomery, dit la voix avec un ton de certitude inébranlable. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur. 1 heure. Mon assistante vous attendra dans le hall. La communication fut coupée. Evelyn regarda fixement son téléphone fissuré. Son cœur se mit à battre à un rythme étrange et nouveau. Cornelius Vanderhorn, Sullivan & Cromwell. Cela n'avait aucun sens, une farce cosmique bizarre, le pire jour de sa vie. Mais alors les derniers mots d'Oliver résonnèrent à ses oreilles. « Tu as toujours été plus à l'aise dans le passé. » Une minuscule étincelle inconnue s'alluma dans l'espace vide où se trouvait son cœur. Pour la première fois de la journée, ce n'était pas du désespoir. C'était une lueur d'audace. Le trajet en taxi depuis le bureau aseptisé de Rothel & Finch au centre-ville jusqu'au cœur imposant du quartier financier ressemblait à un voyage à travers un gouffre. Chaque clic du compteur était un rappel de sa situation financière précaire. Le règlement de $10 000 diminuait à chaque pâté de maison. Evelyn regardait la ville défiler, une toile floue de gris et de néon sous la pluie. Elle fonctionnait sur un étrange pilote automatique, détaché, poussé par une force qu'elle ne pouvait nommer. C'était le même instinct qui la poussait en tant qu'archiviste à suivre une faible trace d'encre sur une carte oubliée. Une curiosité qui, pour un instant, submergeait le poids écrasant de sa réalité.
Lorsque le taxi s'arrêta au 125 Broad Street, une tour étincelante de verre noir et d'acier qui semblait percer les nuages bas, elle sentit une nouvelle vague d'intimidation. C'était le monde auquel Oliver aspirait, le monde des titans qui n'avaient pas besoin d'exhiber leurs montres, car ils possédaient les entreprises qui fabriquaient cet acier. Elle paya le chauffeur, prit une inspiration tremblante et posa le pied sur le trottoir glissant. Avant même qu'elle n'ait pu s'orienter, une femme vêtue d'un tailleur-pantalon anthracite impeccable émergea de l'auvent du bâtiment. « Mademoiselle Montgomery » demanda la femme. Son sourire était poli mais dépourvu de chaleur. « Je suis Emily, l'assistante exécutive de Monsieur Grayson. Il vous attend. » Emily la guida à travers un hall de marbre majestueux, rempli d'un silence feutré et déterminé. L'air ici était différent, frais, filtré, et portait la vague odeur du pouvoir. Elles contournèrent le bureau de sécurité principal et furent escortées jusqu'à une batterie d'ascenseurs privés. Emily utilisa une carte d'accès, et l'ascenseur monta avec une rapidité silencieuse qui lui noua l'estomac. Les portes s'ouvrirent directement sur une réception. Sullivan & Cromwell. Ce n'était pas un bureau, mais plutôt le hall d'un manoir. Les murs étaient lambrissés de bois sombre et brillant, ornés de peintures marines dignes d'un musée. Le silence était absolu, seulement troublé par le tic-tac lointain et rythmé d'une horloge de parquet massive. « Monsieur Grayson est dans la salle de conférence principale, » dit Emily. Ses talons ne faisaient aucun bruit sur l'épaisse moquette bleu marine. Elle conduisit Evelyn vers d'imposantes portes doubles et en ouvrit une pour elle. La salle de conférence était immense. Un mur entier était une baie vitrée allant du sol au plafond, offrant une vue panoramique à couper le souffle sur le port de New York et la Statue de la Liberté. Au centre de la pièce se trouvait une table qui semblait avoir été sculptée dans un seul bloc d'obsidienne géant. Au bout de la table, se découpant sur le ciel dramatique, se tenait un homme qui s'intégrait parfaitement à son environnement. Arthur Grayson approchait des 70 ans. Un homme aux cheveux d'argent, à la barbe soigneusement taillée et aux yeux bleus perçants. Il portait un costume 3 pièces en laine anthracite parfaitement coupé qui faisait passer les vêtements de marque d'Oliver pour de la camelote. « Mademoiselle Montgomery », dit-il. Sa voix, le même baryton calme et autoritaire qu'au téléphone. « Merci d'être venu si rapidement. Veuillez vous asseoir. » Il désigna une unique chaise en cuir placée en face de lui. Cela ressemblait moins à un siège qu'à la barre des témoins. Evelyn s'assit, posant son portefeuille usé sur le sol à côté d'elle. Il avait l'air d'un animal errant qui se serait égaré dans un palais. « Monsieur Monsieur... » Grayson commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Je dois vous le redire, je suis presque certaine qu'il y a une erreur. Mon grand-oncle Cornelius n'aimait pas les mondanités, assistait rarement aux réunions de famille et n'était pas apparu en public depuis 1998. Je sais, la coupa Monsieur Grayson. Une esquisse de sourire toucha ses lèvres. J'ai été son avocat, son confident, et l'un de ses très rares amis ces 40 dernières années, et il parlait de vous, mademoiselle Montgomery. Pas souvent, mais avec un intérêt particulier et notable. » Evelyn resta bouche bée. « Il savait que vous aviez choisi une vie universitaire, » poursuivit M. Grayson. Son regard était fixe et évaluateur. Il savait que vous étiez devenu archiviste. Il m'a dit un jour, « Evelyn préserve l'héritage, le reste du monde ne fait que le consommer. » Il admirait cela. Il y voyait un signe de caractère, une qualité qu'il jugeait tragiquement absente. Il était au courant de mon travail ? L'idée était à la fois déroutante et étrangement touchante. Un mécène silencieux, invisible, dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Cornelius savait beaucoup de choses, ce qui nous amène à l'objet de cette réunion. Son expression devint solennelle. « Je crains d'être porteur de tristes nouvelles. Cornelius est décédé paisiblement dans son sommeil il y a 3 jours. Il avait 98 ans. Ses instructions post-mortem étaient explicites et absolues. Premièrement, sceller sa succession à toute enquête extérieure. Deuxièmement, vous contacter. » Il attrapa un épais portefeuille en cuir sur la table et l'ouvrit. Ceci est une copie certifiée, conforme du testament et des dernières volontés de Cornelius Vanderhorn, signée il y a 6 mois. Le cœur d'Evelyn battait à tout rompre. C'était réel, c'était en train d'arriver. L'image vertigineuse d'Oliver et Scarlett dans leur club de golf, en train de rire, lui traversa l'esprit. « Il m'a laissé quelque chose ?» demanda-t-elle. Sa voix n'était qu'un murmure. Un petit souvenir, un vieux livre. Quelques milliers de dollars seraient un miracle qui changerait sa vie à ce stade. M. Grayson ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il la regarda avec une intensité qui semblait sonder ses pensées. « Mademoiselle Montgomery, pour comprendre Cornelius, vous devez comprendre l'œuvre de sa vie. Il était le fondateur et l'unique propriétaire d'Ethelred Global. » Evelyn reconnut vaguement le nom.
C'était un conglomérat privé massif, un géant de l'ombre dans les mondes de l'énergie, de la logistique et de la technologie. Ils étaient notoirement discrets, n'apparaissant jamais dans les magazines d'affaires tape à l'œil. Leur pouvoir était silencieux, fondamental et immense. Ce n'est pas une société cotée en bourse, expliqua M. Grayson. En tant que telle, sa valeur n'est pas soumise aux caprices du marché. Cependant, un audit interne récent évalue la valeur nette conservatrice de ses actifs à environ 75 milliards de dollars. Le chiffre flotta dans l'air, si vaste et abstrait qu'il semblait aspirer tout l'oxygène de la pièce. Evelyne se sentit prise de vertige. Elle s'agrippa aux accoudoirs de sa chaise pour garder l'équilibre. M. Grayson continua, son ton imperturbable. Cornelius n'avait pas d'enfant. Ses autres parents, des cousins éloignés, reçoivent des fiducies modestes mais généreuses. Il croyait que la richesse héritée sans but était une peste corruptrice. Il voulait que son empire, son héritage, soit géré, pas simplement dépensé. Il voulait quelqu'un avec le sens de l'histoire, du devoir, quelqu'un qui comprenait que le passé doit être préservé pour construire un avenir digne. Il poussa une seule feuille de papier crème épais sur la table polie. C'était une lettre manuscrite. L'écriture était fine mais vigoureuse. « Evelyne, commençait la lettre, si tu lis ceci, mon temps est écoulé. Ne me pleure pas. 98 ans, c'est plus que suffisant. Je ne t'ai rencontré qu'une fois, mais je n'ai jamais oublié la jeune fille lisant sur les empires déchus pendant que le reste de la famille t'est jacassé. J'ai suivi ta carrière de loin. Tu as choisi une profession noble, tranquille et non rentable. Tu as choisi l'héritage plutôt que la monnaie. Pour cela, tu as gagné mon respect, et maintenant mon fardeau. » Evelyne leva les yeux de la lettre, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Un fardeau ? Lisez la suite, » l'encouragea doucement M. Grayson. « Ethelred Global est une bête puissante, et elle est entourée de chacals qui la mettraient en pièces pour les restes. Je ne te donne pas un coffre au trésor, ma chère. Je te donne le trône d'un royaume rempli de courtisans et d'assassins. Ils te verront comme une faiblesse, une anomalie. Ils te testeront. Ne les laisse pas faire. Tes compétences d'archiviste ont plus de valeur que n'importe quel embir. Tu sais comment trouver la vérité enfouie sous des montagnes de papier. Tu sais comment repérer un faux, et tu connais la valeur d'une histoire qui a résisté à l'épreuve du temps. Cette société est mon histoire. Ne les laisse pas l'effacer. Signé simplement, Cornelius. » Les larmes piquèrent les yeux d'Evelyne. Cet homme qu'elle connaissait à peine avait vu plus en elle, avait mieux compris qui elle était, que l'homme avec qui elle avait partagé sa vie. M. Grayson laissa le poids de la lettre s'installer avant de prononcer la déclaration finale et stupéfiante. « Mademoiselle Montgomery, Evelyne, Cornelius Vanderhorn vous a désignée comme unique héritière de l'ensemble de ses biens. Vous êtes la nouvelle propriétaire d'Ethelred Global et de tous ses actifs, matériels et intellectuels. Vous héritez de sa fortune, de sa société, de son héritage, de son fardeau. » Le monde bascula. La vue du port à l'extérieur sembla se précipiter vers elle, puis reculer. C'était un rêve, une hallucination provoquée par le chagrin et le stress. « Non, mais... »« Non, » murmura-t-elle en secouant la tête. « C'est impossible. J'ai 10 000 $ et 6 mois avant d'être à la rue. Je catalogue de la correspondance du 19e siècle pour gagner ma vie. » « Et c'est précisément pourquoi il vous a choisi, » dit M. Grayson. Sa voix s'adoucit avec une première pointe de chaleur. « Mais il y a des conditions. Le creuset, comme il l'appelait. » Bien sûr, il y avait toujours un piège. Cornelius savait que le conseil d'administration tenterait de vous dévorer. Il ne voulait pas que vous liquidiez simplement les actifs pour prendre votre retraite. Le testament stipule que pour hériter inconditionnellement de la succession, vous devez accepter le rôle de présidente du conseil d'administration d'Ethelred Global et vous devez occuper ce poste avec succès, en parant toutes les attaques pendant une année civile complète. Il se pencha en avant. Son expression était intense. Si vous êtes contrainte de démissionner par un vote de défiance ou si vous démissionnez avant la fin de l'année, l'intégralité de la succession, chaque dollar, chaque brevet, chaque bâtiment, sera liquidée et donnée à un fonds mondial pour le patrimoine. Vous repartirez avec rien. Présidente, conseil d'administration. C'était une langue étrangère venue d'une planète hostile. La terreur pure de la chose était paralysante. Mais alors, une image s'imposa à son esprit. Le sourire suffisant d'Oliver. Le regard dédaigneux de Scarlett sur sa montre. Et ses derniers mots retranchants, « Tu es une archiviste. Tu conserves les choses qui sont mortes. » Un feu froid et inconnu commença à brûler dans ses veines. Cornelius ne la voyait pas comme une experte des choses mortes. Il la voyait comme la gardienne des choses qui perdurent. Elle regarda Arthur Grayson droit dans les yeux. Les larmes sur ses joues séchéantes. Sa voix, lorsqu'elle parla, ne tremblait plus. C'était la voix calme et posée d'une archiviste à qui l'on venait de confier le document le plus important de sa vie.
Quand est-ce que je commence ? Les heures qui suivirent furent un état de fugue irréel. Arthur Grayson, avec l'efficacité tranquille d'un homme habitué à déplacer les plaques tectoniques du pouvoir, guida Evelyn à travers le tourbillon immédiat. Il expliqua la structure d'Ethelred Global, une entité tentaculaire, labyrinthique, avec des intérêts allant de la logistique en haute mer et la technologie satellitaire à l'agriculture durable et au droit sur les minéraux de terres rares. C'était un empire silencieux. Son influence se faisait sentir partout, mais son nom était rarement prononcé. « Le Conseil sera votre principal défi », déclara Grayson d'un ton sombre. Il est dirigé par l'actuel PDG, Julian Blackwell. Il a été le protégé de Cornelius pendant 30 ans. Il est brillant, impitoyable, et il s'attendait totalement à être nommé successeur. Il ne vous verra pas comme la nouvelle propriétaire. Il vous verra comme une erreur administrative à corriger. Evelyn écoutait, absorbant les noms et les enjeux. Son esprit d'archiviste créait automatiquement un catalogue mental des menaces et des alliés. Julian Blackwell alla dans le dossier marqué « Hostile ». M. Grayson expliqua que le communiqué de presse était une nécessité légale. La nouvelle de la mort de Cornelius Vanderhorn était un secret gardé par une poignée de personnes, mais cela ne pouvait pas durer. L'annonce de son décès, combinée à la bombe de l'héritière qu'il avait choisie, allait envoyer des ondes de choc dans le monde financier. « Vous allez devenir une personnalité publique du jour au lendemain, Evelyn, prévint-il. Votre vie va être disséquée. Ils essaieront de déterrer tout ce qu'ils pourront pour vous discréditer. À partir de maintenant, votre vie privée est un souvenir. » Il organisa une voiture pour la ramener à son appartement dans le Queens. Pas un taxi, mais une Mercedes Maybach noire blindée, qui se déplaçait dans le trafic de la ville avec la force silencieuse et implacable d'un requin. Le chauffeur, un homme stoïque nommé Robert, lui ouvrit la portière comme si elle était un chef d'État. Le trajet fut silencieux. Evelyn regardait la ville, mais elle ne voyait pas les points de repère familiers. Elle voyait un échiquier. Les pièces étaient énormes et terrifiantes, et on venait de la placer en position de reine, vulnérable et toute puissante à la fois. Lorsqu'elle arriva devant son modeste immeuble d'avant-guerre, le confort familier de son hall usé lui parut étranger. À l'intérieur de son appartement, le silence était assourdissant. Les fantômes de sa vie avec Oliver étaient bleus partout, le creux sur le coussin du canapé où il s'asseyait toujours, l'espace vide sur l'étagère où se trouvaient ses manuels de finances. Pendant 10 ans, cet endroit avait été un foyer. Ces 6 derniers mois, c'était une prison de souvenirs. Maintenant, c'était une pièce de musée d'une vie qui n'existait plus. Elle s'assit sur son canapé, celui à l'accoudoir effiloché, et sortit la lettre manuscrite de Cornelius. Elle la relut, puis une 3e fois. « Tes compétences d'archiviste ont plus de valeur que n'importe quel MBA. Tu sais comment trouver la vérité enfouie sous des montagnes de papier. » Ce n'était pas seulement une validation. C'était une déclaration de mission. Il ne lui avait pas seulement donné sa fortune, il lui avait donné le prisme même à travers lequel la possédait. Son iPhone fissuré vibra. C'était un SMS d'Oliver. « Salut, j'espère que ça va. Désolé si Scarlett a semblé un peu agressive. Elle est juste excitée par notre avenir. Fais-moi savoir si tu as reçu le virement. On devrait prendre un verre un de ces jours, pour le bon vieux temps. » Cette condescendance était presque physique, elle pesait sur elle. La proposition de prendre un verre était la tape finale sur la tête, le geste de magnanimité du vainqueur envers le vaincu. Il voulait s'assurer qu'elle disparaîtrait sans faire de vagues. Elle ne répondit pas. Elle maintint son doigt sur son contact et, avec un sentiment de finalité profonde, le supprima. Le lendemain matin, ce fut un tremblement de terre. Comme M. Grayson le lui avait demandé, Evelyn avait mis son vieux téléphone en mode silencieux. Il lui avait fourni un nouvel appareil crypté, ainsi qu'un ordinateur portable et un accès sécurisé aux archives d'Ethelred Global, le trésor numérique de l'histoire de l'entreprise. À 9 heures précises, le monde financier trembla. Le communiqué de presse de Sullivan & Cromwell fut diffusé. Cornelius Vanderhorn, fondateur d'Ethelred Global, est décédé à 98 ans. La succession nomme l'archiviste universitaire Evelyn Montgomery comme unique héritière et nouvelle présidente. Le vieux téléphone d'Evelyn se mit à vibrer sur la table basse. Il ne se contentait pas de vrombir. Il dansait, glissant sur le bois comme un insecte paniqué. L'écran s'illumina d'une cascade de notifications d'applications d'actualité, de réseaux sociaux et d'un flot d'appels de numéros inconnus. Le premier appel auquel elle répondit sur son nouveau téléphone fut celui de sa mère. Sa voix n'était qu'un cri aigu d'incrédulité. « Evelyn, c'est vrai? Les infos, ils disent que tu... Oh mon Dieu, ils parlent de milliards. C'est une sorte d'horrible blague ?» Evelyn calma sa mère, lui promettant de tout expliquer plus tard. Le deuxième appel vint de sa sœur, une enseignante à Chicago, qui hurlait simplement d'un mélange de choc et de rire joyeux.
Puis vint un appel sur l'ancien téléphone, d'un numéro qu'elle connaissait encore par cœur. Oliver. Elle fixa l'écran. Son pouce plana au-dessus du bouton de rejet, mais un autre instinct prit le dessus. Le même instinct qui lui avait fait prendre l'appel de M. Grayson. Elle avait besoin d'entendre cela. Elle avait besoin d'archiver ce moment. Elle répondit, mais ne dit rien, écoutant le grésillement de la ligne. « Evelyne ? Evelyne, Dieu merci. Tu vois ça ? C'est réel ? C'est sur tous les terminaux Bloomberg. Il t'appelle, l'héritière archiviste. Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» Sa voix était frénétique, aiguë, dépourvue de son flegme habituel. « C'est réel, Oliver, dit-elle. » Sa voix était calme, comme une mer d'huile. Une pause de silence stupéfait. Puis le son d'une respiration aiguë, saccadée. « Oh mon Dieu !» souffla-t-il. Son ton changea instantanément, devenant mielleux, conspirateur, urgent. « D'accord, d'accord. Écoute-moi, Evelyne. Tu ne peux pas faire confiance à ces gens, ces avocats, ces requins de la finance. Ils vont essayer de tout te prendre. Tu ne connais pas ce monde, mais moi si. Je peux te protéger. On peut gérer ça ensemble. » L'audace pure de la chose était un miracle à contempler. « On », répéta Evelyne. Un seul mot, dégoulinant de glace. « Oui, on, pense-y. Je connais la finance. Tu as la position. On était une équipe, Evelyne. Tu ne te souviens pas ? Hier était une erreur. J'étais sous une pression énorme. Scarlett, elle ne comprend pas notre histoire. Ce règlement de 10 000, c'était juste une formalité. J'allais te donner plus, je le jure. » C'était un menteur frénétique et pathétique. Et pour la première fois, elle le vit non pas à travers la douleur persistante de l'amour, mais avec l'œil froid et clair d'une historienne analysant un dirigeant déchu. « Tu as dit que ma place était dans le passé, Oliver, dit-elle, tournant doucement le couteau qu'il avait lui-même forgé. Tu as dit que j'étais une relique. Pourquoi voudrais-tu d'une relique comme partenaire ? Je ne le pensais pas comme ça. J'essayais de te motiver. J'ai toujours su que tu avais ce potentiel. Cette force cachée... » Il divaguait. Son désespoir était palpable. Elle entendit une voix stridente en arrière-plan. La voix de Scarlett. « Oliver, à qui tu parles ? C'est elle. Qu'est-ce qui se passe ? Ma mère vient de m'envoyer un article du Daily Mail. »« Une seconde, chérie, » siffla Oliver, sans réussir à couvrir le micro. « Evelyne, écoute-moi, on doit se voir ce soir. On peut arranger ça. Je peux arranger ça. Je vais me débarrasser de Scarlett. Ça a toujours été toi, Evelyne. Ça a toujours été toi. » Le dernier vestige de son cœur brisé, le fantôme persistant de l'amour qu'elle avait eu pour lui, s'évapora à cet instant, incinéré par la chaleur brute de sa cupidité. Il ne l'avait pas seulement trahi, il ne l'avait jamais vraiment connu. « Adieu, Oliver, dit-elle d'une voix vide de toute émotion. « Non, attends, Evelyne, ne raccroche pas. On peut être puissant, plus puissant que tu ne peux l'imaginer. Evelyne. » Elle mit fin à l'appel. Il rappela immédiatement. Elle rejeta. Il appela à nouveau. Elle éteignit le vieux téléphone pour la dernière fois. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. À l'extérieur de son immeuble, un camion de reportage de Channel 4 se garait le long du trottoir. Un journaliste installait déjà une caméra. Le siège avait commencé. Son ancienne vie était terminée. Elle avait été signée hier, mais ce n'est que maintenant qu'elle était vraiment partie, consumée par le soleil levant de sa nouvelle réalité. Elle n'était plus Evelyne Montgomery, l'épouse abandonnée. Elle était Evelyne Montgomery, présidente d'Ethelred Global, et elle avait un empire à explorer. Les jours qui suivirent furent un véritable creuset. Le paisible appartement d'Evelyne dans le Queens devint une prison dorée, assiégée par une horde implacable de journalistes et de paparazzi. Arthur Grayson, anticipant cela, organisa son extraction avec la précision d'une opération des forces spéciales. Au cœur de la nuit, elle fut transférée dans une vaste résidence sur plusieurs étages au sommet du Time Warner Center à Columbus Circle, une forteresse anonyme de verre et d'acier avec sa propre entrée privée et son service de sécurité. La résidence était à des années-lumière de son appartement rempli de livres. C'était un chef-d'œuvre minimaliste de marbre, de verre et de tons sourds, avec des vues panoramiques sur Central Park qui semblaient en plus être une simulation que la réalité. C'était beau, stérile et profondément solitaire. C'était la résidence new-yorkaise de Cornelius Vanderhorn, un endroit où il n'avait pas mis les pieds depuis des décennies. La nouvelle vie d'Evelyne était un cours d'immersion structuré de 18 heures par jour sur « Comment être milliardaire ». Ces matinées étaient là passées avec des tuteurs, un professeur de finance retraité de Wharton, un ancien diplomate pour la gouvernance d'entreprise, une femme au visage de pierre qui lui enseignait les protocoles de sécurité. Ces journées étaient passées avec Arthur Grayson à disséquer l'anatomie complexe d'Ethelred Global. Mais ces nuits lui appartenaient, Schran.
et dans la solitude silencieuse de sa tour de verre, elle faisait ce qu'elle faisait le mieux. Elle se plongeait dans les archives. Les archives numériques de l'entreprise étaient son sanctuaire. Pendant des heures, elle lisait des décennies de procès-verbaux de réunions du conseil, de propositions de projets, de mémos internes et, surtout, la correspondance privée de Cornelius. Elle commença à voir l'entreprise non pas comme une entité corporative, mais comme une histoire vivante. Elle vit les risques audacieux que Cornelius avait pris au début, les trahisons qu'il avait subies, les loyautés qu'il avait cultivées. Elle vit sa vision évoluer d'une entreprise affamée et ambitieuse à une force mondiale dotée d'un sens profond, presque féodal, de la responsabilité. Dans ses lettres, elle vit sa frustration croissante face à l'obsession du monde moderne pour le profit à court terme. « Ils démolissent les cathédrales pour vendre les pierres », écrivit-il à un ami. Et elle vit l'ascension de Julian Blackwell. Son nom revenait sans cesse. D'abord comme un jeune analyste brillant, puis comme un chef de division impitoyable, et enfin comme PDG. Ses mémos devenaient en feu de plus en plus axés sur les revenus trimestriels et la valeur pour l'actionnaire, un langage que Cornelius lui-même semblait rarement utiliser. Elle vit le glissement lent et subtil de l'âme de l'entreprise. Sa première réunion du conseil d'administration était prévue pour la semaine suivante. Grayson l'avait prévenu que ce serait une embuscade. « Julian essaiera de te faire passer pour une idiote, dit-il lors d'une de leurs séances. Il présentera quelque chose de complexe, truffé de jargon, et exigera une décision immédiate. Il veut prouver au conseil que tu n'es qu'une potiche. Ton premier test est de ne pas mordre à l'hameçon. » Les jours précédant la réunion furent un tourbillon de préparation. Evelyn dormait à peine. Son esprit était un maelstrom de termes financiers et de statuts d'entreprise. L'attention du public était impitoyable. Oliver et Scarlett avaient entamé une tournée médiatique à grande échelle, se présentant comme des proches tragiques et inquiets. La page 6 du New York Post titrait « La milliardaire est mentalement instable, craint l'ex-mari ». L'article citait une source proche du couple, affirmant qu'Oliver s'inquiétait que cette richesse soudaine ait provoqué une dépression nerveuse et qu'il examinait les options pour la protéger d'elle-même. C'était une menace publique claire, le premier pas dans une campagne visant à la faire déclarer inapte. Le matin de la réunion du conseil, Evelyn se tenait devant un miroir en pied. Le styliste choisi par le bureau de Grayson lui avait constitué une garde-robe. Ce n'était pas tape à l'œil. C'était une armure. Une robe fourreau Armani gris anthracite, des talons loup-boutin bas mais imposants, et ses cheveux relevés en un chignon strict et élégant. La femme dans le miroir était une étrangère, posée, redoutable, dégageant une force tranquille qu'elle ne ressentait pas. Lorsqu'elle entra dans la salle du conseil au 80e étage de leur siège de Wall Street, l'effet fut immédiat. La pièce, une salle de verre suspendue au-dessus de la ville, plongea dans le silence. Les 10 membres du conseil, un mélange de vétérans de l'industrie et de financiers élégants, la dévisagèrent pendant qu'elle entrait. C'était une démonstration d'intimidation unifiée et calculée. Au bout de la table était assis Julian Blackwell. La cinquantaine, un visage aristocratique et séduisant, des cheveux grisonnants parfaitement coiffés et le regard froid et évaluateur d'un faucon. Il ne se leva pas, se contentant de la regarder approcher. Un sourire à peine perceptible et condescendant jouait sur ses lèvres. « Mademoiselle Montgomery, dit-il de sa voix de basse, profonde et autoritaire. Bienvenue chez Ethelred. Nous avons tous été si surpris d'apprendre votre nomination. » Le mot « surpris » était chargé de venin. Il voulait dire « atterré ». Evelyn se dirigea vers le fauteuil vide à l'autre bout de la table, le fauteuil de Cornelius. Monsieur Grayson prit place juste derrière elle, une présence silencieuse et vigilante. Elle posa un unique et fin portefeuille en cuir sur la table. Ses mains étaient instables, malgré son cœur qui battait la chamade. Elle croisa directement le regard de Julian Blackwell. « Monsieur Blackwell, je suis sûr que ce fut une surprise, mais nous y voilà. » Sa réponse calme et directe sembla le déstabiliser un instant. Il s'attendait clairement à une bibliothécaire bégayante et effrayée. Il se reprit rapidement. « En effet. Eh bien, avant de commencer, je dois exprimer, au nom de l'ensemble du Conseil, notre profonde préoccupation. Cornelius était un génie, mais ces dernières années, son excentricité était bien documentée. Ceci, je le crains, semble être son caprice final et le plus dévastateur. » Un murmure d'approbation parcourut la table. « Ethelred n'est pas une archive universitaire, mademoiselle Montgomery, poursuivit Blackwell d'une voix dégoulinante de condescendance. C'est une structure mondiale de plusieurs milliards de dollars, opérant sur des marchés complexes et volatiles. Elle exige une vie d'expérience, pas une passion pour les langues mortes. » C'était l'appât. Il essayait de provoquer une réaction, de lui faire prouver qu'il avait raison de la considérer comme une dilettante émotive.
Au lieu de cela, elle pensa à la lettre de Cornelius. « Tu sais comment repérer un faux ?» Elle ouvrit son portefeuille. « Merci pour votre préoccupation, Monsieur Blackwell. Je crois que le premier point à l'ordre du jour est votre proposition d'acquisition de l'exploitation minière Kestrel en République démocratique du Congo. » Le sourire de Blackwell s'élargit. C'était l'arme qu'il avait choisie. Une transaction complexe, à plusieurs niveaux, impliquant une région politiquement instable, des droits miniers labyrinthiques et des risques financiers immenses. C'était le piège parfait. « C'est exact, dit-il suavement. Une opportunité de 12 milliards de dollars pour monopoliser le marché mondial du cobalt. Une initiative audacieuse et décisive qui assurera notre domination pour la prochaine décennie. » Il lança une présentation remplie de graphiques, de projections et de jargon impénétrable. Evelyn écouta patiemment. Elle ne prétendait pas comprendre toutes les nuances financières, mais elle avait passé les 2 dernières nuits dans les archives, à chercher des informations sur Kestrel. Elle l'avait trouvé mentionné dans une série de mémos datant de 15 ans, et attaché à ces mémos se trouvait un unique rapport de terrain accablant, rédigé par un jeune géologue. Un rapport que Blackwell, de toute évidence, n'avait jamais lu. Lorsqu'il termina sa présentation, il la regarda avec attente. « Alors, Madame la Présidente, avons-nous votre approbation pour procéder ?» Tous les yeux étaient rivés sur elle. C'était le moment de son abdication ou de son couronnement. « J'ai une question, Monsieur Blackwell, » dit Evelyn, sa voix basse mais portant dans la pièce silencieuse. Elle concerne la stabilité géologique de la concession Est. L'étude initiale de 2010 notait une instabilité sismique significative et des niveaux élevés de la nappe phréatique, rendant l'exploitation minière en profondeur prohibitivement dangereuse et coûteuse. Qu'était-ce qui a changé ? L'expression assurée de Blackwell vacilla. Il cligna des yeux, visiblement pris au dépourvu. C'était une étude préliminaire. Nos nouvelles données montrent. Je suis également curieuse de la situation politique, poursuivit Evelyn, profitant de son avantage. J'ai lu que l'actuel ministre des Mines, Baptiste Nkunde, est le neveu du général qui a mené le coup d'État de 2015 dans cette province. Un coup d'État, puis-je ajouter, qui a entraîné la nationalisation de tous les actifs étrangers pendant 2 ans. Est-il prudent d'investir 12 milliards de dollars dans un pays où notre propriété dépend des caprices d'une seule famille, notoirement corrompue ? Une vague d'inquiétude parcourut la table. C'étaient des risques que les membres du Conseil comprenaient. Blackwell les avait passés sous silence, présentant l'accord comme une chose sûre. Evelyn porta le coup de grâce final. Mais ma plus grande préoccupation est la suivante. Elle balaya la table du regard. Cornelius van der Horn a examiné exactement le même accord il y a 15 ans. J'ai trouvé ses notes à ce sujet dans les archives la nuit dernière. Elle marqua une pause pour l'effet. Il l'a rejeté. Son commentaire final sur la proposition était une seule phrase. Seul un imbécile ou un voleur construirait un palais sur une faille sismique. La pièce était absolument silencieuse. Elle n'avait pas utilisé le langage de Blackwell, fait de profits et de pertes. Elle avait utilisé le langage de l'histoire même de l'entreprise, les mots de son fondateur, comme une arme. Elle leur avait montré qu'elle n'était pas seulement la nouvelle présidente, elle était la gardienne de la mémoire de l'entreprise, sa conscience. Le visage de Julian Blackwell était un masque de fureur froide. Il avait été publiquement et humiliantement déjoué. Evelyn le regarda avec une expression impénétrable. L'acquisition de Kestrel est rejetée. Maintenant, quel est le point suivant à l'ordre du jour ? Elle n'avait pas seulement survécu, elle avait fait couler le premier sang. Les suites de la première réunion du Conseil furent une déclaration de guerre silencieuse. Julian Blackwell était trop rusé pour défier à nouveau Evelyn de front. Au lieu de cela, il commença une campagne de sabotage subtil, la mort par un millier de coupures de papier. Des rapports critiques pour les réunions arrivaient à son bureau quelques minutes avant le début, ne lui laissant aucun temps pour les examiner. Il chargeait ses chefs de division de la noyer sous les données techniques, espérant l'enterrer sous le jargon. Il devint un maître de l'agression passive, louant sa perspective nouvelle lors des réunions, tandis que ses alliés au Conseil soupiraient et levaient les yeux au ciel. Simultanément, la guerre publique s'intensifiait. Oliver et Scarlett n'étaient moins plus de simples curiosités de tabloïd. Ils étaient en devenus des victimes professionnelles. Ils avaient engagé un puissant publiciste hollywoodien et lancé une attaque médiatique méticuleusement planifiée. Ils donnèrent une interview en larmes à Diane Sawyer en prime time, où Oliver, le visage pétri de chagrin, parlait de l'Evelyn qu'il avait connue. « Elle était une âme si brillante, si douce, dit-il d'une voix étranglée par l'émotion. Mais ce poids de responsabilité, c'est trop. Je la vois sur ses photos et ses yeux, ce sont ceux d'une étrangère. Je ne suis pas là pour l'argent. Je veux juste libérer la femme que j'aime de cette prison dorée. » Scarlett, la main posée sur un ventre à peine visible, hochait la tête tristement. « Nous prions pour elle tous les soirs. »
Le narratif public était insidieux et efficace. Evelyn était dépeinte comme une figure froide, isolée, une prisonnière tragique dans une tour de verre, tandis qu'Oliver était l'ex-mari dévoué luttant pour sauver son âme. C'était un conte de fées à l'envers, et le monde avalait ça. La campagne était clairement conçue pour soutenir leurs futures actions en justice, visant à la déclarer mentalement inapte à gérer ses propres affaires. Evelyn sentait la pression monter. La solitude de sa position était immense. Elle n'avait pas d'amis dans ce nouveau monde, seulement des employés et des adversaires. Le conseil était un nid de vipères aux alliances changeantes, et Julian Blackwell était le charmeur de serpents. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le combattre sur son terrain. Il était le maître de l'intrigue d'entreprise. Elle devait le combattre sur le sien. Son seul allié potentiel était un homme dont elle n'avait fait que lire le nom dans les archives. Le docteur Adrian Blackwell, le cousin germain plus âgé et marginalisé de Julian. Adrian dirigeait la division de recherche à long terme d'Ethelred, un laboratoire secret semi-autonome que Cornelius avait financé personnellement. Adrian était un scientifique brillant et excentrique, responsable de certains des brevets les plus importants de l'entreprise. Mais il méprisait ouvertement la culture d'entreprise que Julian avait créée. Les notes de Cornelius décrivaient Adrian comme « le seul homme ici qui regarde encore les étoiles ». Evelyn organisa une rencontre avec lui, non pas dans une salle de réunion stérile, mais dans ses laboratoires, au nord de l'État de New York. L'installation contrastait violemment avec le siège de Wall Street. C'était un campus chaotique et tentaculaire de serres, d'ateliers et de laboratoires, vibrant d'une énergie calme et concentrée. Le docteur Adrian Blackwell était un homme d'une 60aine d'années, avec une tignasse de cheveux gris, une blouse de laboratoire froissée et des yeux pétillants d'une intelligence féroce. Il ne la salua pas d'une poignée de main, mais en lui montrant un prototype de nouveau système de purification d'eau à énergie solaire. « Julian pense que c'est un gaspillage d'argent », dit Adrian d'une voix rauque. « Pas de profit trimestriel à fournir de l'eau potable à des villages appauvris. Il préférerait que nous inventions un nouveau parfum de soda. » Cornelius a financé cette division pour une raison, dit Evelyn en examinant l'appareil complexe. Les yeux vifs d'Adrian la jaugèrent. Alors l'archiviste sait lire. Dites-moi ce que vous voulez vraiment, mademoiselle Montgomery. Vous avez survécu à votre premier affrontement avec mon cousin. Impressionnant, mais c'est un prédateur patient. Il vous tourne autour maintenant, attendant que vous vous vidiez de votre sang. Je veux gagner, dit simplement Evelyn. Je veux honorer l'héritage de Cornelius, pas la version que Julian en a créée, mais je ne peux pas le faire seul. Julian a le conseil, il a le système, moi j'ai un livre d'histoire. L'histoire est une arme, ma chère, dit Adrian avec un sourire rusé. Si vous savez où chercher. Julian a une grande faiblesse. Il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Il est devenu arrogant, et les gens arrogants laissent des traces. Il l'amena dans son bureau, un espace encombré de livres et de plans. Il sortit une boîte poussiéreuse d'un placard. Ce sont les anciens dossiers de projets de Cornelius, des années 80 et 90, des copies papier. Il n'a jamais totalement fait confiance aux archives numériques. Il disait que le papier a une mémoire que les circuits oublient. Julian n'a aucune idée qu'ils existent encore. S'il a pris des raccourcis, s'il a caché ses erreurs, les preuves seront ici. Ce seront vos munitions. Evelyn passa la semaine suivante dans ce bureau poussiéreux. Ses mains étaient recouvertes de poussière de papier et elle se sentait plus chez elle qu'elle ne l'avait été depuis 1 mois. Elle commença à croiser les dossiers physiques avec les enregistrements numériques et lentement, une image de tromperie commença à émerger. Julian Blackwell avait l'habitude d'enterrer les projets qui étaient son idée mais qui avaient échoué, reportant le blâme et les pertes financières sur d'autres départements. Plus que cela, il utilisait des sociétés écrans, une tactique qu'elle avait apprise des notes de Cornelius sur ses propres OPA hostiles, pour acheter des brevets à des inventeurs en difficulté avant de les revendre à Ethelred avec une marge énorme. C'était un système d'enrichissement personnel complexe et de longue date, caché sous des couches de complexité d'entreprise. Tandis qu'elle rassemblait ses munitions contre Julian, elle savait qu'elle devait gérer la menace publique d'Oliver. Les attaques médiatiques constantes épuisaient dans le conseil, la faisant paraître faible et instable. Elle devait y mettre un terme. Elle chargea Arthur Grayson d'engager la firme de détectives privés la plus impitoyable du pays. « Je veux tout savoir sur Oliver et Scarlett, dit-elle. D'où vient leur argent, leurs vraies histoires. Je veux la vérité, le genre de vérité qu'on n'imprime pas en page 6. » Le rapport arriva des semaines plus tard. C'était un document mince et dévastateur. Oliver était lourdement endetté pour financer son style de vie avec Scarlett, et il s'était livré à des délits d'initié, utilisant des informations de son cabinet pour réaliser des profits illégaux. Scarlett, dont le vrai nom était Chelsea Ellis, avait un passif chargé s'accrochant à des hommes riches.
L'Audemars Piguet était un cadeau d'un magnate de l'immobilier marié qu'elle fréquentait avant Oliver. Et la grossesse, la date d'accouchement prévue montrait clairement que l'enfant ne pouvait pas être d'Oliver. La dernière pièce du puzzle était une série de virements bancaires. Une société écran, enregistrée aux îles Caïmans, effectuait des paiements réguliers et importants à Oliver. Une société écran qu'Adrian avait aidé Evelyn à relier à un fonds opaque contrôlé par Julian Blackwell lui-même. Tout se mettait en place. Oliver n'était pas seulement un ex-mari opportuniste, c'était un agent rémunéré. Julian finançait la campagne de diffamation publique d'Oliver pour fournir une couverture à son propre coup d'État d'entreprise. Il menait une guerre sur 2 fronts, et Evelyn était la cible. La fureur froide qui l'envahit fut clarificatrice. Ils l'avaient de tous traité comme un personnage dans une histoire qu'ils écrivaient, l'héritière tragique, la victime fragile, la bibliothécaire incompétente. Il était temps pour elle d'écrire sa propre fin. La scène parfaite pour l'acte final se présenta. Le Met Gala annuel. En tant que sponsor principal, la table d'Ethelred Global était un bastion de pouvoir, et Evelyn savait que ses adversaires y seraient en. Julian Blackwell y tiendrait sa cour, et il aurait sans aucun doute arrangé la présence d'Oliver et Scarlett, une démonstration publique de leur alliance impie, conçue pour l'humilier sur la scène mondiale. Ils s'attendaient à voir la bibliothécaire, fragile, facilement brisée. Ils étaient sur le point de rencontrer l'impératrice. Evelyn avait passé les semaines précédentes à rassembler ses munitions. Le docteur Adrian Blackwell l'avait aidé à déterrer la trace écrite du système de détournement de fonds de Julian, vieux de 15 ans, utilisant des sociétés écrans pour s'enrichir aux dépens de l'entreprise. Simultanément, le détective privé qu'elle avait engagé avait fourni un dossier accablant sur Oliver et Scarlett, détaillant son délit d'initié, la sordide vérité sur le passé de Scarlett, sa fausse grossesse et la source de leur financement, Julian Blackwell lui-même. Le complot formait un cercle parfait et accablant. Le soir du gala, Evelyn était métamorphosée. Elle arriva dans une robe Schiaparelli en velours couleur nuit, austère et royale. À son cou se trouvait le diamant Van der Horn, une pierre impeccable de 50 carats qui émettait un feu bleu et froid. Lorsqu'elle posa le pied sur le tapis rouge, les photographes, qui s'attendaient à l'archiviste timide, devinrent frénétiques. À l'intérieur, elle les trouva exactement là où elle l'avait prédit. Julian, Oliver et Scarlett se prélassant dans l'éclat d'une inquiétude feinte et d'un pouvoir réel. Quand elle s'approcha, le silence se fit. « Evelyn !» tonna Julian, projetant sa voix pour le public. « Quel plaisir que tu sois venue. Oliver et moi discutions justement de combien nous sommes tous inquiets. » Oliver s'avança. Son visage était un masque de chagrin. « Evie, tu as l'air fatiguée. Tout cela est trop lourd pour toi. » Evelyn laissa le silence s'installer un instant avant de parler. Sa voix était fraîche et claire. « C'est touchant, Oliver, et je suis si heureuse de vous voir tous les deux en si bonne forme. Ce doit être une allocation assez généreuse que Julian te verse depuis son compte aux Caïmans, le même qu'il utilise pour blanchir l'argent qu'il détourne d'Ethelred depuis 15 ans. » Un hoquet collectif parcourut la foule. Le visage de Julian se figea. Evelyn ne s'arrêta pas. « Quant à toi, Oliver, dit-elle, sa voix baissant mais ne perdant rien de son tranchant, la SEX, Commission des opérations de bourse, contactera ton cabinet demain matin. Ton ami du hedge fund a déjà accepté de coopérer concernant votre petit montage de délit d'initié. » Enfin, elle se tourna vers Scarlett qui était blême de choc. « Et Chelsea, dit-elle, utilisant son vrai nom comme une arme, j'espère sincèrement que le vrai père de ton bébé est prêt à payer tes factures. Celles d'Oliver sont sur le point d'être gelées. Au fait, l'Audemars Piguet est une contrefaçon, une belle, mais une contrefaçon. » Elle n'avait pas élevé la voix. Elle avait simplement présenté ses recherches, calmement et méthodiquement, comme une archiviste présentant ses conclusions. Elle tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière elle un tableau d'horreur muette et stupéfaite. Leurs vies et leurs mensonges, complètement détruits au cœur de la société new-yorkaise. En haut du grand escalier, Arthur Grayson attendait. « Satchopé. »« Échec et mat, je présume, » dit-il tranquillement. Les retombées furent immédiates et absolues. Le matin suivant le gala, un Julian Blackwell dévasté présenta sa démission lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration. Evelyn refusa de l'accepter. « Une démission implique que vous avez le choix, Julian, dit-elle. » Sa voix était d'un acier froid. « Vous ne l'avez pas. » Le conseil vota à l'unanimité pour son licenciement, pour faute grave. Alors que la sécurité l'escortait hors de la pièce, son air corrompu prit fin. Quelques jours plus tard, Oliver fut inculpé par la SEC. Sa personnalité publique s'effondra en même temps que ses finances. L'année qui suivit fut une année de profonde transformation. Evelyn n'a pas seulement dirigé Ethelred Global, elle l'a préservé. Elle orienta le géant de l'entreprise vers un profit ciblé,
lançant le fonds Cornelius Van der Horn pour la préservation historique et finançant entièrement l'initiative d'eau potable du Dr Adrian Blackwell. Elle prouva que l'intégrité n'était pas un handicap, mais le plus grand atout d'Ethelred, gagnant le respect profond du monde financier autrefois sceptique. 1 an et 1 jour après que sa vie eut basculé, elle se tenait dans la salle de lecture Cornelius Van der Horn, nouvellement inaugurée à la Bibliothèque publique de New York. « Il aurait été si fier de vous », dit doucement Arthur Grayson à ses côtés. Evelyn regarda une jeune fille dans un coin, complètement absorbée par un livre d'histoire, et elle comprit son véritable héritage. Il ne s'était jamais agi de l'argent. Il s'agissait du pouvoir qu'elle avait découvert en elle. Oliver l'avait appelée une archiviste des morts, une relique coincée dans le passé. Il avait tort. Elle était une gardienne de l'héritage, utilisant la sagesse de l'histoire pour construire un avenir durable. Son travail ne faisait que commencer. C'est ainsi qu'Evelyn Montgomery, la tranquille archiviste, devint l'une des personnes les plus puissantes au monde. Son histoire est un rappel puissant que les compétences que nous cultivons dans les moments calmes de nos vies, nos passions, nos connaissances, notre intégrité, peuvent devenir nos plus grandes armes lorsque nous sommes mis à l'épreuve. Elle n'a pas seulement pris sa revanche, elle a redéfini un empire entier, prouvant que le vrai pouvoir n'est pas d'avoir la voix la plus forte dans la pièce, mais d'être le mieux préparé. Que pensez-vous de la démolition épique d'Evelyn au Met Gala ? Était-ce la vengeance parfaite ? Et selon vous, quelle est la partie la plus importante de l'héritage d'une personne ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez été inspiré par l'incroyable parcours d'Evelyn, du cœur brisé à la tête du conseil d'administration, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela aide notre chaîne à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Et si vous ne voulez pas manquer la prochaine histoire dramatique de rédemption et de triomphe, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification. Partagez cette histoire avec tous ceux qui ont déjà été sous-estimés. Merci d'avoir écouté.